Bonjour à tous, aujourd'hui donc présentation du module 3 de la formation sur l'identification des pathologies graves quand on a un patient qui a une lombalgie. Donc le module 2 c'était les pathologies neurologiques et là le module 3 ça va être les pathologies vasculaires. En général, vraiment quand on est kiné et qu'on a des patients avec des douleurs lombaires ou des douleurs dans les membres inférieurs, le vasculaire, c'est vraiment quelque chose, auquel soit on pense pas, soit on y pense mais on sait pas faire et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même être carré là-dessus. Alors on va voir 3 conditions différentes. La première, ça va être les anévrismes de l'aorte abdominale et donc on va voir, alors comme d'habitude, épidémiologie. Pourquoi l'identification des anévrismes de l'aorte, elle est difficile et pourquoi on peut du coup passer à côté? On va voir l'importance de son identification. On va voir l'étiologie et les facteurs de risque, ainsi que le tableau clinique. Alors le tableau clinique, bon, il peut être très variable, hein. Je vous ai mis un exemple notamment tiré d'une étude, mais on va voir en fait aussi quand est-ce qu'on se dit, ah là, mon patient il présente tel signe et tel symptôme, peut-être que je devrais penser à aller voir s'il n'y a pas un problème vasculaire au niveau de l'aorte. Ensuite, on va apprendre à différencier une origine musculo-squelettique ou viscérale quand on a un patient avec une douleur abdominale. Parce que les problèmes d'aorte, ça peut donner des douleurs lombaires, mais on peut avoir une douleur lombaire et abdominale. Et donc, il faut savoir différencier une douleur abdominale qui va être d'origine musculo-squelettique, donc qu'on peut traiter en kinésithérapie ou en ostéopathie par exemple, et une douleur plutôt d'origine viscérale. Et là, bon, bah, en tout cas, qu'on traitera moins, ou alors peut-être qu'il faudra faire des examens complémentaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau d'un organe. Ensuite, on va voir les deux tests cliniques qu'il faut connaître et qu'il faut savoir faire pour identifier un anévrisme de l'aorte. Et on va voir, comme d'habitude, quels sont les bons examens complémentaires vers lesquels rediriger le patient en cas de suspicion d'un problème au niveau de l'aorte. Donc ça, c'est pour la partie 1 du module 3. Ensuite, on va passer aux maladies artérielles périphériques. Alors, donc là, ça va être les maladies artérielles périphériques, notamment des membres inférieurs. Ça, faut y penser. Alors, de toute manière, la plupart du temps, c'est asymptomatique. C'est pour ça qu'il faut savoir les identifier. Et il faut savoir aussi que quand on a une claudication intermittente, on a vu dans le module 2, en fait, on voit comment différencier une claudication vasculaire et neurogénique. Donc là, on peut avoir une claudication vasculaire dans le cas de maladie artérielle périphérique au niveau des membres inférieurs. Et je vais vous montrer donc comment identifier cette claudication vasculaire. Bon, normalement, ça on l'a déjà vu dans le module 2. Et quel test on fait pour dire, ouais, là, il y a un problème au niveau des artères. Et donc au programme, on va voir l'épidémiologie, on va voir l'importance de l'identification, hein, parce que pareil, hein, là notamment ça, là, les maladies artérielles périphériques, c'est quelque chose d'extrême, enfin, ça touche une bonne partie de la population. Il faut pas croire que c'est quelque chose d'anecdotique, hein. Les facteurs de risque, le tableau clinique. Ensuite, on va voir une partie sur les prérequis à connaître sur la tension artérielle. Donc, on va voir ce que c'est l'hypertension. On va faire un rapide rappel sur l'hypotension. On va voir comment on identifie une hypertension. Et après, on va passer à la partie sur la tension artérielle et la kinésithérapie. Donc, on va voir le rôle des kinésithérapeutes. Et il faut savoir, bon là je vous le dis tout de suite, mais il faut savoir qu'il y a des recommandations qui disent que les kinésithérapeutes, ils ont un rôle dans la détection de l'hypertension dans la population. Et en fait, on devrait prendre la tension de manière systématique, hein. C'est pas quelque chose que je vous sors comme ça en vous disant, bon bah là, vous allez vous prendre pour des médecins. Non, non, il y a des recommandations internationales qui disent qu'on doit prendre l'attention de manière systématique chez les patients. Et donc si vous ne le faites pas, bah, je vais vous expliquer le rôle donc des kinés, comme je vous ai dit. On va voir est-ce que les kinés prennent l'attention, et on verra que bah, pas forcément, en tout cas pas assez. Et on va voir comment prendre l'attention à la maison. Donc là, on va conseiller le patient, on va lui expliquer comment prendre l'attention.
Et ensuite, nous, on va voir comment on prend la tension au cabinet, donc avec vraiment une standardisation du protocole, parce que en fait, prendre la tension, c'est pas on met le patient, on assoit le patient sur la table d'examen et on lui met le brassard et hop, c'est parti. Il y a toute une installation à faire, donc du patient, il y a un environnement à avoir. C'est pas compliqué, en fait, c'est très facile à mettre en place, mais il faut connaître le protocole. On va voir les erreurs à éviter. Il y a plein d'erreurs à éviter. On va voir quel tensiomètre acheter parce que c'est bien beau de prendre la tension, mais si vous avez un tensiomètre qui n'est pas validé, en fait, les valeurs que vous allez avoir, vous pourrez rien en faire. Donc, on va voir comment choisir un bon tensiomètre. On va voir pourquoi il faut prendre la tension artérielle aux deux bras. Et là, déjà, par exemple, vous pouvez faire l'expérience dans vos cabinets, mais si vous avez des patients à qui on a déjà pris la tension, vous leur demandez si on a pris la tension, à quel bras on a pris la tension, en général, ils vont vous en donner qu'un seul, hein. Bien évidemment, il faut prendre la tension aux deux bras. Pareil, là, c'est pas quelque chose que je sors comme ça, c'est des recommandations internationales. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle l'ABPI. En gros, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc là, juste pour être rapide, en fait, on va prendre, là on a vu la prise de tension aux deux bras, et on va ensuite prendre la tension aux deux chevilles. On va faire un rapport, ça va nous donner un chiffre qui va nous donner en gros l'état de santé du système artériel. Peut-être que ça vous parle déjà, et nous là on va voir ce que c'est, on va voir dans quel cas, enfin avec quel patient on va le faire, on va voir pourquoi on le fait, on va voir les avantages et les limites aussi. On va aussi voir que en fait personne ne le fait. Notamment, je vous présenterai dans la formation une étude sur les médecins qui montre qu'en fait il y a plein de médecins qui sont pas formés, qui le font pas ou qui comprennent pas les enjeux de le faire. On va voir ça. Donc en gros, si vous le faites, déjà c'est vraiment super bien. Et si à la fin de la formation vous le faites, en fait vous allez vraiment apporter quelque chose dans l'endroit où vous exercez sur la prévention ou la prise en charge des risques vasculaires au niveau des membres inférieurs et supérieurs, parce que vous allez prendre aussi la tension en bras maintenant. On va voir comment on le fait, comment on l'interprète et les erreurs à éviter, parce que pareil, il faut le réaliser d'une certaine manière hein, pour que les résultats soient interprétables justement, et on va interpréter, comme je dis, il y a un ratio à faire, alors c'est un calcul, mais c'est très 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 simple hein, à faire, mais ensuite ça va nous donner une valeur, et il faut savoir ce qu'on fait de cette valeur. Les erreurs à éviter, et ensuite, on va aussi parler de la BPI post-effort qu'on peut faire dans certains cas. Donc justement, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on le fait. Je vais vous expliquer comment on le fait. Et pareil, on va avoir des valeurs qui sont différentes. La prise de mesure, ça va se faire d'une manière un peu différente que la BPI classique, on va dire. Et on va voir du coup comment l'interpréter. Et pareil, on va voir quels sont les bons examens complémentaires vers lesquels rediriger le patient quand on a une suspicion d'un problème vasculaire, d'une maladie artérielle, on va dire, au niveau des membres inférieurs. Et ensuite, on va finir avec les thromboses veineuses profondes. Alors ça, c'est une partie, au début, je comptais pas la mettre parce que c'est pas un diagnostic différentiel à proprement parler de la lombalgie. Mais vu que la formation, c'est sur les lombalgies avec ou sans douleur irradiante, que je trouve qu'au niveau vasculaire, euh, on peut s'améliorer, hein, notamment en tout cas les kinés. On peut s'améliorer, donc j'ai préféré rajouter cette partie-là. Donc pareil que les autres, on va voir l'épidémiologie, pourquoi c'est important d'identifier les patients avec des thromboses veineuses profondes, la pathophysiologie, hein, voir comment ça se forme les thrombus et tout ça, on verra ça un petit peu, les facteurs de risque qu'il faut connaître, le tableau clinique, ça très important aussi, les complications, qui vont nous permettre de comprendre en fait pourquoi l'identification elle est importante, hein. Voilà. Les différents types de signaux d'alerte à connaître, en fait il y a deux classes à connaître et nous on va se servir justement de ces deux classes pour identifier un risque. Comment on identifie une thrombose veineuse profonde? Pour ça on a un score, donc je vais vous le présenter, je vais vous dire comment on l'utilise, et pareil après on finira avec quels sont les bons examens complémentaires vers lesquels rediriger le patient, et je vais vous présenter un arbre décisionnel qu'il faut connaître, à partir duquel en fait, c'est un arbre décisionnel pour savoir est-ce que oui ou non on a une thrombose veineuse profonde. Et d'ailleurs sur le score en plus, alors en général c'est forcément le score il est en anglais, mais on a un super outil traduit en ligne où il y a juste à cocher les cases, et en gros ça vous dit qu'est-ce qu'on fait avec l'autre patient. Et donc ça, je vous présenterai tout ça dans la partie sur les thromboses
veineuse profonde. Voilà, donc la présentation du module 3, c'est fini, et la prochaine fois, je vous présenterai le dernier module, le module 4, sur les pathologies inflammatoires au niveau du rachis lombaire. A bientôt.